Et maintenant, votre émission d'actu locale sur RLP. Bonjour Jean-Claude Noir. Bonjour. On va bientôt fêter les 4 ans de SOS Forêt Dordogne, donc une association qui s'est créée pour protéger la forêt, pour protéger les forêts en Dordogne et qui a fait maintes actions depuis 4 ans. Au début, donc, on peut rappeler l'historique, au début, ça a commencé dans les 2 premières années, beaucoup d'adhérents, beaucoup de personnes qui soutenaient. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un consortium de gens qui s'émeuvaient un peu de ce qui se passait au niveau de la nature, les coupe rases, etc. Et on a décidé de monter une association. Moi, j'avais une formation forestière qui me permettait de les aider sur un plan technique. Et l'idée, c'était de combattre un petit peu toute cette gestion que l'on voit aujourd'hui, les coupes rases en résinement massif et tout. Donc il y a eu un engouement qui s'est passé durant les 2 premières années, puisque au cours de la première année, on avait fait une marche autour de la Gémaille qui avait réuni quasiment 200 personnes, c'était complètement inespéré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on fait les mêmes choses, au bout de 3-4 ans, on arrive à 30, 35, 40 personnes maximum, donc il y a quand même un manque de sensibilisation au niveau des gens. Alors est-ce que c'est de la faute d'association ou les gens qui se sentent plus trop concernés, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tassement qui se fait au niveau de l'engouement par rapport à cette association. Oui, des adhérents qui ne voient pas les conséquences des actions concrètes et qui perdent de motivation. Alors, il y a quand même beaucoup d'associations, de groupements forestiers qui ont été créés par la suite, le Picatao, le groupement de forêt de la Double, il y en a d'autres, des groupements forestiers. Le Picatao, il était antérieur à l'association SOS Forêt Dordogne. C'est un petit peu lui, d'ailleurs, qui nous a donné un petit peu toutes les directives et tout l'embroglio administratif pour pouvoir s'en sortir. Après, effectivement, il y a eu celui de la Double, les feuillus de la Double, je crois qu'ils s'appellent. Après, il y a eu les boisseaux aux Zézis. Après, il y en a une autre à côté de Pessac-Saint-Vivien. Enfin, il y a quand même 3-4 groupements qui sont formés, qui ont pour vocation de racheter des bois et de les gérer de façon complètement différenciée que ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Et l'association Cepenso aussi qui a des bois... Alors là, Cepenso aussi, effectivement, qui a hérité, entre guillemets, d'une propriété qui leur reviendra ultérieurement. Pour le moment, ils en sont les gestionnaires. Mais oui, c'est un massif, oui. Je crois, qui fait 20-25 hectares, oui. Oui, c'était fin 2023, il me semble. Tout à fait. Où ils avaient donc annoncé ça. Donc des actions, là, pour les groupements forestiers qui fonctionnent, parce que donc, vous conservez les forêts. Mais ce que vous voyez, c'est que malgré toutes ces actions, eh bien, la situation n'est pas arrangée, Effectivement, on a mis en place ces groupements, donc c'était une façon alternative de protéger ou d'acquérir des bois. Il y a eu aussi le dossier de Jor, qui a été un exemple en soi, puisque à l'aide d'une collectivité avec Créateurs de Forêt, qui est une petite entreprise, on a réussi à reboiser 5 hectares. Ça a été complètement financé par des dons, des financements des particuliers comme vous et moi. Et on a passé là-dessus une ORE, c'est-à-dire une obligation réelle environnementale, c'est-à-dire que pendant 99 ans, la forêt sera protégée. Monsieur le maire y tenait beaucoup parce qu'il a dit si je suis battu aux élections ou quoi que ce soit, on a au moins la garantie que les arbres arrivent à leur terme, donc c'est quand même quelque chose de bien. Donc on a fait des choses concrètes, mais c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tassement qui se fait et où on n'arrive plus, de mon point de vue, à fidéliser les gens, à attirer les gens, et notamment les jeunes. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment aujourd'hui qu'on vit sur nos acquis, mais qu'on ne touche que la frange de personnes qui se sentent déjà concernées. Mais on n'arrive pas aujourd'hui à mobiliser des personnes qui pensent différemment et qu'on ferait changer d'idée par rapport à notre discours. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu aujourd'hui. Alors on peut parler de ça, Pourquoi certaines personnes se sentent concernées, c'est parce qu'ils ont les informations, les autres n'ont pas forcément les informations. Pourquoi conserver la forêt et la biodiversité alors qu'on pourrait tout raser et faire de l'argent ? Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on touche aux propriétaires forestiers actuels, on va dire les traditionnels, ce qui n'a rien de péjoratif, ce sont des gens où la profession forestière ou les syndicats forestiers leur expliquent effectivement tout tourne autour de certaines essences complémentaires maritimes, avec des rotations courtes et des revenus réguliers, etc. Et c'est vrai que c'est notamment basé sur le thème des subventions, sur le système des subventions, parce que sans subvention, il n'y a pas de bois, ça faut être clair. Donc, effectivement, c'est très agréable pour eux, parce qu'on leur dit, voilà, je te prends tes bois, je te les coupe, je te reboise tout, je te rends ça dans un an, tout est propre, nickel.
Donc il y a beaucoup de gens qui vont vers cette simplicité-là, qui vont pas s'embêter à faire de la gestion pied par pied, alors qu'ils peuvent le faire par peuplement, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on coupe 1 hectare, on y revient 25 ans après, on le recoupe, etc. C'est vrai que de faire de la gestion à couvert continu, en exploitant les arbres les uns après les autres, en faisant de la régénération naturelle, ça demande un savoir-faire aujourd'hui que les entreprises forestières de toute façon n'ont plus, une main-d'œuvre qui n'est plus spécialisée. Mais pour arriver à sensibiliser les gens à ça, c'est très compliqué parce que le discours il est complètement bipé. Il n'y a plus de bûcherons donc pour faire l'exploitation pied par pied. Donc c'est toute une structure, une économie à remettre en place qui a été démolie depuis une 40aine d'années. Et donc c'est là où il y a une différence de perception. Dans certaines personnes penseraient que tout viendrait de l'État parce que du coup il faudrait empêcher les subventions et puis donc refinancer, refaire des formations pour avoir ce que fait le réseau Alternatives Forestières par exemple, donc avec des bûcherons comme vous le dites. Et certaines autres personnes pensent que l'État, de toute façon, a abandonné l'écologie, l'Union européenne aussi, et que si les citoyens ne font rien, eh bien, on va en pâtir. C'est effectivement un peu tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le fameux plan Macron et le fameux milliard d'arbres, on se rend compte que ce qui est subventionné, ce sont les essences à courte rotation, avec un revenu relativement court et à court terme. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait de la qualité, on fait de la quantité, parce que pour faire de l'argent, en fait, il y a 2 solutions. Soit on fait peu de qualité, mais on le vend cher, soit on fait, entre guillemets, du tout venant, c'est-à-dire de la mauvaise qualité, mais on en fait des quantités. Et aujourd'hui, c'est l'option qui a été choisie, à grand coût de subventions et d'aides financières. Le plan Macron, c'est ça. C'est 70-80% d'aide dès lors que vous avez des gros travaux engagés, c'est-à-dire des coupes rases, du passage de bulles, du labour, de l'ensemencement, etc., etc., etc. Donc il y a ça qui s'oppose à effectivement la gestion, on va dire, en bon père de famille, comme faisaient nos anciens, et qui fait qu'effectivement, on a du mal à faire passer le discours. C'est un discours qui est repris par beaucoup de gens. Les coopératives en parlent, le CRPF, le Centre régional de la propriété forestière, en parle, mais on se rend compte que ça ne reste qu'au niveau du discours, mais que dans les actes, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas parce qu'il n'y a pas d'encouragement financier derrière. C'est ça le problème, tout est question de financement. Et ça va être de pire en pire. La dernière fois, on s'était parlé pour Sur le front, le documentaire de Hugo Clément, où vous avez fait un passage, où on apprenait dans ce documentaire que tout le bois allait faire de la palette pour faire du bois énergie. Donc simplement remplacer les usines d'électricité, les centrales qui ne produisaient pas par exemple, pour donc juste faire de l'électricité. Oui. Donc il y a un gros problème énergétique et là pour inciter les gens qui nous écoutent, des voisins de coupe rase qui n'ont pas ces informations sur la nécessité de garder des forêts et de ne pas succomber à l'énergie facile, surtout en faisant des coupes rases, il y a un ingénieur, Jean-Marc Jancovici, que j'aime citer, qui annonce qu'il y a des courbes d'approvisionnement de pétrole pour l'Europe sur les années à venir. Et en 2050, on aura quasiment 2 fois moins de PIB, voire, si ça se passe mal avec des guerres et des embargos, 20 fois moins de PIB, car 20 fois moins d'approvisionnement en pétrole. En Europe, on ne produit pas de pétrole. Donc ce qui nous restera, c'est les forêts de Dordogne à couper. On ne va pas pouvoir acheter du gaz algérien, par exemple, s'il y a un embargo. Ben c'est clair, de toute façon, on le voit bien, c'est déjà acté. Je crois qu'au niveau de l'Europe, la France a déjà été désignée comme étant le fournisseur de biomasse de l'Europe, c'est-à-dire que nos forêts vont servir à faire effectivement de l'énergie. Et la filière bois-énergie est très consommatrice en produits locaux, puisque c'est majoritairement du feuillu. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a un plan de 50 000 hectares d'éradication des châtaigniers en Dordogne pour faire de la plaquette, pour faire alimenter chaudière à biomasse. Et le département, si je ne me trompe pas, a quand même un programme de 70 chaudières à biomasse à mettre en place, avec déjà une certaine quantité qui sont déjà faites. Ce à quoi ils ne réfléchissent pas, parce que quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez que la forêt va supporter toutes ces coupes, ils partent du principe que la biomasse est éternellement renouvelable. Mais c'est éternellement renouvelable quand il y a un produit de base, mais dès lors qu'on détruit le produit initial, il n'y a plus de formation de biomasse derrière. C'est pas en coupant des châtaigniers, en mettant des pins maritimes ou du Douglas ou autre qu'on va refaire de la biomasse derrière, c'est faux. La biomasse, elle se reconstitue avec les peuplements qui vont repousser, comme les châtaigniers, etc. Et quand on coupe 1 hectare de châtaignier, on vous dit, oh bah oui, mais c'est que 15 hectares, c'est que 20 hectares pour telle chaudière. Ok, d'accord.
Mais il faut que ça repousse, donc ça reprend 25 ans. Donc quand on coupe 100 hectares, en fait c'est 100 fois 25, parce que le temps que ça se reconstitue, et quand on voit ce que certaines chaudières à biomasse consomment à l'année en termes de surface de forêt, c'est hallucinant. Il y a aussi une vision, donc là c'est une autre chose aussi à connaître importante. Donc la première, l'énergie, où il y a un grand enjeu prochainement. La deuxième, c'est la croissance, c'est l'économie. Il y a un mythe de la croissance où c'est conçu dans le PIB aussi. Il faut que ça grandisse, il faut que les actionnaires aient de plus en plus de dividendes. En fait, la croissance infinie n'est pas possible avec une planète finie. Il y a des économistes qui le disent, qui s'appellent les économistes hétérodoxes, à l'inverse des économistes orthodoxes qui passent suffisamment à la télé pour nous raconter le mythe de la croissance. Et donc ça, le gouvernement en place ne l'a pas compris. Il voit le gain à court terme, toujours l'argent. Oui, bien sûr. Mais c'est la même chose pour la forêt. C'est-à-dire que pour faire un peuplement feuillu qui a de la valeur ajoutée, puisqu'effectivement c'est du bois d'œuvre, il faut une centaine d'années, 150 ans. Et on fait des prélèvements ponctuels dans l'intervalle. Donc c'est du pied par pied. C'est des revenus qui sont très, très faibles, mais qui sont réguliers pendant un laps de temps très long. Aujourd'hui, quand vous faites du pin maritime ou du Douglas, vous le coupez tous les 25-30 ans. En plus, c'est subventionné à 60, 70, 80%. Donc, c'est tout bénéfice. Effectivement, on va vers cette espèce de production de masse qui rapporte de l'argent, quoique on pourrait en discuter longtemps, parce que faut quand même pas oublier qu'au sortir de la guerre, dans les années 45, on a créé le Fonds forestier national qui était là pour reconstituer les forêts après la guerre, parce qu'on avait manqué énormément de papier. Donc déjà, il y avait l'idée de faire du résineux à l'époque. Et moi, je prends l'exemple souvent de beaucoup d'endroits. Vous prenez le Ribéracois, par exemple, qui a été reboisé outrancièrement en pin maritime à l'époque. Après, il y a eu la tempête de 99. Donc les boisements de 45-50 ont été éradiqués par la tempête de 99. On a refinancé une deuxième fois. Là, il y a 3 ans, ils ont été à nouveau meurtris par la grêle. Donc ils n'ont pas été coupés comme ils auraient dû l'être. Et à nouveau, on a subventionné, donc on est sur des peuplements qui feront ça fait la 3e fois qu'ils sont subventionnés, mais qu'est-ce qu'ils ont produit comme bois, sinon du bois de faible qualité, de la papeterie ou de la palette ou quoi que ce soit? Rien. 3 fois la même erreur. 3 fois la même erreur, et là on est en train de faire la 4e, puisqu'ils sont en train allègrement de tout reboiser en pin maritime partout, comme si de rien n'était. Voilà pour les citoyens, les futurs adhérents de SOS Forêt Dordogne qui nous écoutent. Voilà pourquoi c'est important, et voilà pourquoi... manifestez-vous quand vous voyez une coupe rase. Dès que vous voyez une coupe rase, vous vous arrêtez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions? Est-ce que, Jean-Claude, votre expertise en tant qu'ancien forestier, est-ce que vous pouvez donner un peu de ce savoir-faire? Quels sont les réflexes? Je crois que les réflexes, c'est déjà de se demander si la coupe est ou non autorisée, si elle est légale ou pas légale. Et pour ça, il faut aller faire le forcing auprès de sa mairie, demander au maire si effectivement il y a eu un dépôt fait par les entreprises suffisamment tôt pour que la mairie puisse se retourner et éventuellement faire un état des lieux. On demande où c'est disponible sur le site, sur le panneau officiel Alors, le problème, c'est que les panneaux sont très très rarement apposés en lieu des coupes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les chercher alors qu'ils devraient être accessibles aux tiers. Et c'est souvent en mairie qu'on vous dit, oui, ils sont passés hier, alors qu'ils ont déjà découpé depuis la veille. Et puis donc les déclarations sont faites en général quand les coupes sont commencées, sans que les mairies en soient forcément informées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'état des lieux. Donc si dégâts, pas de responsabilité. Donc après, une fois qu'on s'est renseigné, savoir si ou non c'est réglementaire ou pas, savoir si effectivement il y a eu un plan de débardage pour savoir par où ça va sortir, où vont rouler les camions, savoir s'il y a une autorisation de voirie, parce qu'il faut quand même savoir que nos petites routes sont limitées en termes de tonnage et que quand vous avez un engin de 35-40 tonnes qui passe, il lui faut une autorisation spéciale. S'il l'a pas, il n'est pas en règle vis-à-vis du code de la route. Donc là, c'est les gendarmes qui doivent interdire. Ça peut faire gagner du temps. Ça peut faire gagner du temps. La plupart du temps, on se rend compte aussi que quand les camions font du charge sur le bord des routes, rares sont les fois où il y a des triangles de signalisation. Donc des fois, on leur tombe dessus de façon inopinée, on est un petit peu embêté. Donc là, il faut faire une photo et puis envoyer ça à qui? Là, il faut appeler les gendarmes en disant qu'il y a un danger sur la route, etc., qu'il n'est pas signalé. Voilà, on a fait ça souvent, nous, quand on a été dans le Ribéracois, à l'époque où il y a eu les coupes. Et effectivement, on a même des gens qui sont retrouvés coincés entre des camions, à attendre que les camions aient chargé pour pouvoir partir, alors qu'ils allaient travailler. Donc il y a toute cette chose à mettre en route. Et c'est vrai que si on prend l'habitude de systématiquement aller déranger, entre guillemets, les élus pour leur faire prendre conscience de leur responsabilité vis-à-vis de ça, peut-être un moment où ils vont
ils vont peut-être prendre l'habitude justement de le faire avant que le problème se pose. Vous, quand vous le faites, par exemple, les mairies sont pas au courant, vous le dites, donc c'est... Alors, c'est pas forcément qu'ils sont pas au courant, parce que au moment où la coupe commence, ils sont au courant, mais ils sont au courant depuis la veille. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de se retourner. Et nous, justement, dans toutes les réunions qu'on a faites avec les élus, on a monté un dossier spécial élus pour leur expliquer les tenants et les aboutissants, quels sont leurs droits, leurs devoirs et comment ils peuvent agir. Il faut quand même savoir qu'en Dordogne, il y a quand même des municipalités qui ont pris des arrêtés obligeant les entreprises forestières à déclarer leur coupe au moins 3 semaines ou un mois à l'avance. Comme quelle municipalité ? Il n'y en a qu'une en Dordogne, c'est Aunac. Voilà. Chapeau. Et qui, quand les entreprises arrivent, demandent un dépôt de garantie. Et puis s'il y a un problème de casse ou quoi que ce soit, ils gardent le chèque de garantie. Et je peux vous dire que depuis qu'ils ont fait ça, certaines entreprises dont on parle souvent ne travaillent plus sur la commune parce qu'ils ne veulent pas d'ennui. Donc ils vont sur les communes à côté qui, elles, n'ont pas fait cet effort-là. Et alors, cet arrêté qui a été pris par la commune en question, toutes les modalités pour les mettre en place, ça fait partie, entre guillemets, du pactage qu'on a remis aux élus quand on les rencontre. Et force est de constater que depuis 25 ou 30 ou 40 réunions avec les élus, aucun n'a pris la peine de renouveler cet arrêté, de le prendre à son compte. Donc moi, je pars du principe que qui ne dit rien consomme. Et si on va plus haut, c'est encore pire. Donc vos préfectures aussi, où vous avez fait beaucoup de réunions, les discussions n'amènent à rien, c'est une impasse. Les discussions, on va vous répondre que ça ne mène pas à rien, puisque on vous laisse penser ou supposer qu'il y aura peut-être une charte de bonne volonté, des usages qui sera prise, mais quand, comment, pourquoi, on ne sait pas, alors qu'on sait pertinemment que la filière bois dit qu'elle ne signerait rien. Donc pour moi, c'est une perte de temps, parce qu'on nous amuse, et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Il y a une chose qui est très simple en Dordogne. Si on veut réduire les coupes rases, alors à chaque fois qu'on va à la préfecture, on vous répond « oui, mais c'est de la politique de l'État ». Le seuil des coupes rases, il est de la compétence préfectorale. Donc aujourd'hui, il est de 4 hectares en Dordogne. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 4 hectares n'est pas réglementé. Ça correspond à la majeure partie des propriétés forestières du département. C'est différent dans les autres départements ? Ça peut être différent ? Le seuil peut varier. Il y a plein de départements autour de la Dordogne qui ont ramené ce seuil de 4 à 2. C'est-à-dire que si des gens en Dordogne ont ramené le seuil à 2 hectares, ça veut dire qu'on aurait 4 ou 5 ou 10 fois plus de coupes actuelles qui seraient réglementées et qui passeraient entre les mains de l'administration. Aujourd'hui, elles échappent à toute réglementation parce qu'à un moment donné, on a fait signer une pétition qui a recueilli 20 000 signatures, qui a été déposée sur le bureau de Madame la Préfète. On n'a pas l'impression effectivement que les choses bougent et qu'il y a une volonté manifeste de limiter les coupes rases en Dordogne. Quels sont les départements qui sont passés de 4 à 2 ? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que les départements autour de la Dordogne, comme la Charente, etc., il doit y en avoir 4 ou 5 autour de chez nous qui sont passés de 4 à 2. Il y a de la pression peut-être du côté de la préfecture, pourquoi le choix n'a pas été fait ? Oui, je pense qu'il doit y avoir de la pression, puisque la filière bois en Dordogne, c'est la 3e économie locale. Donc je pense qu'effectivement, ça doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il faut en premier lieu satisfaire une économie locale ou est-ce qu'il faut penser un peu aux générations futures et prendre ses responsabilités ? Parce que c'est bien de couper du bois, mais il faut quand même penser qu'on dépend aussi de ça pour vivre. Donc on est en train de couper l'herbe sur les pieds des générations futures. Mais apparemment, ça gêne personne. Et alors, est-ce qu'il faut contacter directement la mairie ou on peut voir aussi avec les propriétaires forestiers ? Parce qu'il y a Géoportail ou il y a le site Papers avec PA2P-ERS où on peut voir chaque parcelle, à qui possède chaque parcelle. En tout cas, toutes les récentes. Tous les moyens sont bons. Dire que ceux qui sont férus d'informatique peuvent effectivement aller sur tous ces sites-là, il n'y a pas de problème. La plupart des gens, effectivement, je crois que leur interlocuteur premier, ce sont les mairies. Donc il faut aller voir la mairie, regarder le cadastre, essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis chaque riverain est quand même au courant de qui appartient à la propriété à côté de chez lui. Donc, et puis quand les bûcherons sont là ou les débardeurs sont là ou quoi que ce soit, c'est aller poser des questions gentiment. Il n'est pas question de les embêter parce que je suis un petit peu contre ce qui se passe dans certains cas quand on casse les engins, parce que malheureusement, ce sont des gens qui sont plus à plaindre qu'autre chose, puisqu'ils
Ils travaillent souvent pour des petits SMIC, pour des grosses entreprises qui font plus de l'exploitation de gens qu'autre chose. Mais donc c'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Mais on se rend compte très bien que quand on discute avec eux, au premier abord, il y a une espèce d'agressivité qui s'installe. On est les vilains petits canards et les méchants. Et quand on leur explique un petit peu les choses, et s'il n'y a pas de micro entre les deux, on se rend compte qu'ils partagent le même avis que nous, mais que malheureusement, ils n'ont pas les moyens de s'y opposer, parce que, comme ils disent, il faut qu'on bouffe, il faut qu'on mange. Ouais. Donc, Vous êtes ancien forestier et vous avez des expériences, par exemple même à Coulon-les-Chamiers. C'est vous qui êtes allé sur place quand ça a déforesté dans la Churchill, oui, dans la pente Churchill. l'espace boisé classé qui est quand même une protection stricte au niveau du code de l'urbanisme, pas du code forestier, c'est le code de l'urbanisme qui régit ça. Il a quand même été exploité, coupé, défriché partiellement et aujourd'hui engazonné. Donc c'est contraire à la loi, contraire au PLU, contraire à tout. Moi, je me suis renseigné auprès de tous les gens que je pensais être compétents en la matière. La municipalité m'a répondu que c'était le conseil départemental gestionnaire des routes qui avait demandé à ce que ça soit fait pour sécuriser la route. Le conseil départemental m'a répondu que c'était pas, il avait rien demandé de tel, sinon qu'effectivement la bordure immédiate soit coupée pour pas que les arbres tombent sur la route. Les arrêtés, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas appliqués parce qu'ils ne prévoyaient pas du tout les travaux qui ont été faits. La DDT m'a répondu « pour le moment, ce n'est pas un défrichement parce que le maire nous a affirmé qu'ils allaient reboiser derrière. » Or, moi, j'avais des échos comme qu'au conseil municipal, il avait été dit que ça serait engazonné, chose qui a été faite. Donc, on est dans un système où tout le monde se renvoie la responsabilité. Et aujourd'hui, on est sur quoi ? Sur une situation où les travaux ont été faits, rien n'a bougé, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a rien eu. Alors effectivement, le jour où ils ont attaqué le chantier au bulldozer, j'étais là, j'ai téléphoné à l'entreprise Eurovia en leur expliquant qu'effectivement, ils étaient en infraction par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air de le découvrir, je ne peux pas mettre leur parole en doute, et je la mets d'autant moins en doute que une heure après, le chargeur était là pour expédier le bulle, parce qu'effectivement, ils n'avaient peut-être pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Donc vous êtes allé discuter avec votre expérience d'ancien forestier avec la personne qui conduisait le bulle. Disons que lui, il m'a pas trop, c'est pas lui qui discute, je veux dire, il est là pour travailler, mais j'ai réussi à avoir les coordonnées de l'entreprise puisque il y avait le nom sur l'appel mécanique et j'ai appelé directement l'entreprise, j'ai demandé à parler à un responsable, j'ai appelé les services techniques de la mairie qui m'ont dit on arrive, je les attends toujours. Donc voilà, c'est vrai, moi je ne critique personne, je ne jette la pierre à personne, je dis simplement que le problème forestier en Dordogne, il est très complexe, il est très difficile à gérer, et que malheureusement, quand vous voyez la filière bois, que vous leur posez la question, je crois qu'il doit y avoir quelques 3000 ouvertures de chantier par an en Dordogne. Quand vous voyez la DDT, qui est en charge des problèmes forestiers, elle vous dit qu'elle en instruit 200. Il y a une grosse différence. Oui, le différentiel est énorme. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Quand on les contacte, on a plus ou moins de réponses. Et force est de constater que dans certains cas, quand on leur dit il y a une coupe à tel endroit, dans un premier temps, ils ont un côté très... Ils se mettent un petit peu en position frein, de défensive. Et puis, quand on les insiste un petit peu, on s'est rendu compte que sur 2 ou 3 chantiers, ils étaient complètement illégaux. Et l'administration n'a pas pu faire autrement que d'aller mettre des procès-verbaux. Mais si on n'était pas intervenu, la question se pose, est-ce que les procès-verbaux auraient été mis ? Est-ce que les techniciens y seraient allés ? Je ne sais pas. Le bois est devenu, pour certains arbres, une ressource tellement rare. Dans le même documentaire dont on parlait, sur le front, il y a des étrangers qui arrivaient couper du chêne illégalement parce qu'ils ont repéré ces arbres qui vaut une fortune et qui est revendu aux Chinois, par exemple. Donc qui fait le tour de la planète pour faire du parquet, qui est revendu en France à prix d'or. Bien sûr. Et qui est coupé illégalement. C'est ça. Dernièrement, dans l'actualité, il y a eu la mairie de Guéret, je crois, qui s'est vu couper 2 hectares de bois sous gestion de l'Office national des forêts. Ça aussi, c'est extraordinaire. On se rend compte qu'il y a 2 hectares qui sont partis, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, et le bois a été volé. 2 hectares de magnifiques futaies de chêne. Donc, protéger les forêts, SOS Forêt Dordogne avait une mission noble. C'est ça. Pour le faire, mais qui manque de bras, qui manque d'aide et de formation aussi. Donc, qu'on ait tous votre expertise, votre expérience, pour pouvoir agir comme vous le faites.
C'est, comme je dis souvent, faire partie d'une association, c'est compliqué. Mais quand c'est une association qui s'occupe de problèmes aussi techniques, aussi impliqués dans la politique locale, etc., qui demande une technicité, mais aussi des connaissances réglementaires, législatives, administratives, c'est quand même pas chose simple. Et c'est vrai que on a un peu manqué de cette connaissance au sein de l'association. Je me suis un petit peu battu tout seul sur plein de fronts. Et c'est vrai que je me suis un peu essoufflé, pour pas dire autre chose. Vous avez besoin de soutien. Et la forêt a besoin de soutien aussi. C'est ça. Donc vous faites aussi beaucoup de conférences, donc vous savez discuter avec différents acteurs. Disons que ma formation de forestier fait que je connais très bien le milieu forestier et puis tout ce qui est géopolitique qui tourne autour, donc ça me permet quand même d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps. Je suis aussi auteur, j'écris plusieurs bouquins, ce qui fait que ça me permet de faire pas mal de conférences, de débats, de salons du livre, de choses comme ça qui me permettent de rencontrer un public complètement différent que celui qu'on pourrait rencontrer ailleurs, et ça permet de les faire adhérer à des points de vue auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Voilà, et puis depuis que je suis en administration et que j'ai été à SOS Forêt Dordogne, il est vrai que ça m'a permis aussi au niveau des médias de rencontrer plein de gens. Ça fait de travailler avec Hugo Clément, c'était une belle expérience. Des médias nationaux comme France Culture, etc., c'est aussi des belles expériences. Et c'est vrai que ça ouvre des portes et des connaissances qui font... Bon, j'ai travaillé beaucoup avec Francis Allais, qui m'a préfacé quand même un de mes bouquins. Le prochain qui sortira, il va être préfacé par Thomas Breil, dont on connaît bien, qui est un des écureuils qui se met toujours en travers et qui s'est battu contre la dégradation des forêts pour la 69. J'ai les époux Bourguignon, qui sont aussi des célébrités en matière de protection des sols, qui travaillent à travers tout le monde. Claude et Lydia Bourguignon. Claude et Lydia Bourguignon. Donc je rencontre plein de gens intéressants qui forgent un peu à la fois mon caractère par rapport à ce qu'ils sont, à ce que je suis, et qui me permettent d'avoir des compétences et de m'ouvrir l'esprit par rapport à plein de choses, oui. Mais d'autres personnes peuvent aussi prendre le courage de faire des conférences et de raconter aussi ce que vous racontez. De toute façon, nul n'est irremplaçable, ça c'est une certitude. Après, faut-il en avoir l'envie et les capacités, parce que c'est vrai que quand vous vous retrouvez devant une salle de 600 personnes en train de discuter sur une table ronde avec l'administration, avec la filière bois, le CRPF, etc., qui sont des institutions, faut pas trop raconter n'importe quoi, sinon on se fait complètement discréditer et après on n'a plus droit à la parole. Donc oui, bien sûr, les gens peuvent se former. Malheureusement, je suis pas sûr que dans l'association, il y en ait beaucoup qui aient eu envie de le faire à un niveau qui puisse leur permettre de monter en puissance dans des événements comme ça. Et à convaincre le plus de monde possible, parce que d'autant plus que vous avez quitté l'association. L'association, à la dernière assemblée générale. Voilà, je l'ai quitté pas foncièrement de gaieté de cœur, mais c'est vrai que je me suis aperçu que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés initialement, alors je parle pour moi, je parle pas pour l'association, moi je n'ai trouvé plus mon compte dans la mesure où en tant que technicien de terrain, j'avais plus l'impression qu'on était dans la réunionnite, dans la communication plutôt que dans l'action. Alors quand je parle d'action, attention, entendons-nous bien, c'est pas aller casser le matériel, c'est pas ce genre d'action que je parle, mais c'est rendre un service aux gens. C'est-à-dire que moi, quand les gens m'appellent pour me dire il y a une coupe rase, je me déplace, je vais sur le terrain, je regarde ce qui se passe, et je leur réponds pas qu'il faut qu'ils s'adressent à d'autres personnes. Donc je fais mon rôle de forestier comme j'étais autrefois, et de l'association. Et aujourd'hui, franchement, alors, faut être clair, moi quand je suis rentré dans l'association, sans que je le veuille foncièrement, j'en suis devenu la figure de proue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose de bien ou de mal, j'en suis le responsable, en bien ou en mal. Et aujourd'hui, je ne me sens plus capable, clairement, d'assumer la responsabilité de ce qui se peut passer dans l'association, parce que la façon collégiale qu'on a de gérer l'asso, qui est très bien, fait que je suis souvent en minorité dans les décisions qu'il faut prendre. Donc les choses se font quand même, mais j'ai pas envie d'endosser la responsabilité sur des choses que je ne cautionne pas. Donc, comme disait notre ami Chevènement quand il était ministre, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. Et comme j'ai pas pour habitude de me taire, j'ai préféré partir. Et bon,
tire pas du tout sur SOS Ordonne. Je continue à travailler quand je vais dans les salons du livre, comme la semaine dernière encore. Je donne encore les flyers pour les envoyer vers eux, etc. Mais moi, je me sens plus capable dans ces conditions de travailler avec eux, parce que j'ai pas cette mentalité-là. Moi, je suis un personnel de terrain, il faut que je me batte. Et je connais suffisamment l'administration et ses rouages pour savoir que la réunionite à la préfecture, à la DDT et compagnie, ça ne sert absolument à rien. Sinon, à croire qu'on est connu ou reconnu, mais c'est une perte de temps sur le travail. La forêt n'attend pas, hein. Tous les jours, c'est des hectares et des hectares qui se coupent, et pendant ce temps, nous, on discute. Là, je suis plus d'accord. Donc plus de freiner les coupes rases qui sont en cours, et puis faire des petites réunions locales là où ça se passe, des petites Exactement, conférences, ouais. plutôt que discuter avec Voilà. les administrations. Et expliquer aux gens ce que c'est que le changement climatique, pourquoi il faut aller dans ce sens-là et pas dans un autre. Il faut élargir son panel de discussion pour arriver à convaincre les gens. Moi, c'est ce que je fais dans mes réunions. Comme je suis artiste peintre aussi, je le fais dans mes expositions que je qualifie de militantes parce que j'explique aux gens un petit peu tout ce qui est diversité. J'ai des panneaux et tout, diversité, biodiversité, et je les amène à essayer de comprendre un petit peu la finalité de la chose pour... voilà. Il n'y a pas que du pain maritime dans Il n'y a pas que dans du les pain œuvres que vous faites. maritime, mais il y a plein de mensonges qui sont racontés. La Double était une magnifique futée de chêne autrefois. Les Landes de Gascogne étaient de magnifiques futées de chêne autrefois. Donc on arrête de nous dire qu'il n'y a que le pain maritime qui pousse. C'est faux. Jean-Claude Noir, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.